Madame, bonsoir. Mademoiselle, bonsoir. Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine et internationale, la marque et l'image de l'Afrique. Merci une fois de plus de recevoir chez vous Parler Politique et de parler politique avec nous. Et ce soir est consacré en ce 5e numéro de Parler Politique au Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Vous le saurez davantage dans quelques instants, juste après cette respiration. Cameroun, les enjeux du gouvernement du 2 mars 2018. Voilà le thème global de notre émission de ce soir, le 5e numéro du genre. Nous allons l'examiner à travers 3 démarches. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter les invités de ce soir. Nous avons, depuis Yaoundé, des éminences grises et des spécialistes et des praticiens de la politique. Nous avons le professeur Théophile Yimgem Mouyo. Il est professeur à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Il est architecte, mais il est surtout également un homme politique. C'est le président du MOSI, le Mouvement citoyen du Cameroun. Bonsoir, professeur Théophile Yimgem Mouyo. Bonsoir, je vous remercie. Et je pense que le débat va bien se dérouler. Certainement, et c'est grâce à vous qu'il va bien se dérouler. Et de l'autre côté également, votre collègue homme politique, il s'agit du docteur Sosthène Médard Lippote, et il est également un homme politique parce qu'il est un responsable du MRC. Le MRC, le parti du professeur Maurice Kamto. Bonsoir, docteur Sosthène Médard Lippote. Bonsoir à vous, là-bas les produits. Et ici, sur ce plateau, nous avons un consultant international en communication, spécialiste des stratégies d'organisation, observateur averti des scènes politiques en Afrique de façon générale et particulièrement en Afrique centrale. Il s'agit de Barry Mbomé. Bonsoir, M. Mbomé. Bonsoir, merci de me recevoir sur ce plateau. C'est la seconde fois que je viens et je suis très ravi d'être là. Je dis bonsoir à nos téléspectateurs. Parce que nous commençons à être très intéressés par votre façon d'argumenter. Merci d'être avec nous. Merci. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet dans quelques instants, mais à travers justement ce reportage de notre correspondante permanente à Yaoundé, Élise Kenibini. Ils sont officiellement installés. Les nouveaux promus du réaménagement gouvernemental du 2 mars 2018 ont pris fonction ce 5 mars 2018 à Yaoundé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, dans ses propos de circonstance, a prescrit aux différents ministres de faire preuve d'une franche collaboration dans l'exercice de leur activité. Philémon Yang a débuté la série d'installations avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, et ensuite le tout premier ministre a occupé le ministère de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Au ministère des Finances, Louis-Paul Moukazé, autrefois ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Minepat, a été installé. Même son de cloche, le nouveau patron du Minepat, Alamine Ousmane Mey, qui était jusqu'au soir du 2 mars 2018, ministre des Finances. Les ministres délégués Paul Tasson et Yaouba Abdoulaye du Minepat et du ministère des Finances ont été également installés. La série d'installations qui s'est faite de manière expéditive a été suivie de celle des ministres des Forêts et de la Faune, Jules Doré Dongo, le ministre des Transports, Galebi Jean Ernest, qui occupait le siège du ministre des Enseignements secondaires. Gaston Elundou Essomba, le directeur général de la Société camerounaise de dépôt de pétrole, nommé ministre de l'eau et de l'énergie. Le secrétaire d'État chargé des routes au ministère des Travaux publics, Amand Jodom. Nalo Valyonga, ministre des Enseignements secondaires, l'unique femme qui a fait son entrée dans le gouvernement baptisé Yang 4, a également pris fonction. Félix Mbayou, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge de la coopération avec le Commonwealth. Le nouveau ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Anderson Lee, a également pris fonction, tout comme le nouveau secrétaire d'État à la gendarmerie nationale et Toga Yves Landry. À la présidence de la République, Elon Paul, nommé secrétaire général adjoint, a été officiellement installé. Une fois de plus, merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Mais tout de go, je voudrais vous demander très rapidement
votre commentaire sur le gouvernement qui a été formé le 2 mars dernier. Je voudrais commencer d'abord par nos invités de Yaoundé. Professeur Théophile Yimga-Moyo, votre commentaire. Je dois vous dire que je n'ai pas été très surpris par ce remaniement ministériel parce que de toutes les façons, il était attendu depuis quelques années. Et je pourrais le qualifier de gouvernement de circonstance parce que je crois que le président Biya essaie là de résoudre quelques problèmes d'actualité qui se posent, mais aussi des problèmes qui sont des problèmes de toujours, comme par exemple la corruption qui est endémique dans notre pays. Mais pour ce qui est du présent, je pense que il s'est aperçu lui-même de l'inefficacité des actions gouvernementales. Et c'est de tout cela que nous allons parler, professeur Yimga-Moyo. Rapidement, je me tourne sur votre collègue homme politique de l'Université de Yaoundé 2, le docteur Sosthène Médard Lippote. Votre réaction, docteur Lippote? Il faut dire que le gouvernement Yang, qui est le 4e, ce gouvernement-là, n'innove en rien. Toutefois, l'on peut considérer que d'un point de vue technique, l'on a créé un ministère en charge de la décentralisation. Mais déjà auparavant, il existait au ministère en charge de l'administration territoriale une direction ou alors qui s'occupait de la décentralisation. Docteur Sosthène Médard Lippote, nous avons quelques soucis de communication. En attendant, je voudrais demander ici, sur ce plateau, à Barry Mbomé, est-ce que selon vous, ce gouvernement est arrivé à point? En réalité, il faut simplement se dire qu'un gouvernement n'a pas de temporalité. La temporalité est celle du chef de l'État. Un chef de l'État, en fonction des préoccupations qui sont les siennes, en fonction des objectifs qu'il a, en fonction de la lecture qu'il a de l'évolution du paysage politique et social, il peut à tout moment refaire son gouvernement en termes, là, dans le cadre du Cameroun, c'est un remaniement dont on devra dire que les gens étaient à des postes. Il y a eu, n'est-ce pas, ce que nous appelons le jeu de chaises musicales. Donc, c'est une question fondamentale dans le sens qu'elle répond de l'exigence du président de la République lui-même de savoir pourquoi il veut remanier. De ma part, en tant qu'observateur et en tant que personne qui est souvent au contact des hommes politiques et de la haute administration, je pense que le gouvernement est simplement une réponse à des problématiques du moment ou alors à une volonté d'apporter des solutions à des choses que le chef de l'État voit sous le prisme, n'est-ce pas, des lectures qu'il a venant des uns et des autres et du poumon, n'est-ce pas, du pays. Docteur Sosthène Médard Lippote, je voudrais vous demander, à travers ce que vient de dire Monsieur Mbomé ici sur ce plateau, est-ce que vous pensez que le temps du président suffit à réaménager ou à former ou à remanier un gouvernement? Ou il y a un autre temps qui peut lui être, je n'ose pas dire imposé, mais dont il devrait tenir compte? Algérie, sur ce qu'on appelle la temporalité. Et certaines analyses, le président, le roi a son temps, la société civile a son temps. Mais il faut faire attention lorsqu'on gère un pays, lorsqu'on manage un pays, à l'écoute du pays, notamment en période de crise. Il y a une crise que traverse le Cameroun depuis maintenant et depuis déjà, et cette crise-là est appelée la crise anglophone. Il faut dire que cette crise anglophone, quelque part, posait des problèmes et on a besoin de solutions, de réponses claires aux problèmes. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, il semble que le temps du président, parler de ce temps du président, il est très en retard. La réponse est arrivée tardivement. Entre-temps, il a pu déclarer la guerre aux ADR, qu'on appelle le spécialiste anglophone. On aurait pu
Nous avons quelques soucis de communication fluide, nous nous en excusons. Je voudrais me tourner vers le professeur Théophile Yimga-Moyo. Ce temps du président, quelle est votre réaction? Bon, vous savez, le temps du président au Cameroun, c'est le temps essentiel pour la vie politique. C'est lui qui décide en dernier ressort de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faudra faire. Donc cela ne nous surprend absolument pas. On a voulu, le peuple camerounais voulait ce gouvernement depuis très longtemps. Et bien vu qu'il a attendu jusqu'à ce que les circonstances lui soient, disons-le, favorables. Le problème maintenant, c'est de savoir si le temps du président convient aux exigences du peuple camerounais. Là, comme l'a dit Sostène tout à l'heure, il faut bien remarquer qu'il y a des crises qui se coulent au Cameroun depuis 3 ans. La crise de Boko Haram, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est en guerre contre Boko Haram, une guerre que le président lui-même a cette secte-là. Et puis, depuis 1 an, il y a des soubresauts au niveau de la partie anglophone qui aujourd'hui officiellement réclame la sécession. Mais je pense honnêtement que le problème est de savoir si ce gouvernement est à même de résoudre ces deux crises. Moi, je dirais que une crise ne peut être résolue que si c'est par des personnes qui ont l'assentiment et le concours des populations. Ça me permet, professeur Yimga-Moyo, de vous relancer à votre tour sur cette question. Ce gouvernement est le 4e du Premier ministre Jean Philémon. Alors, comment vous pouvez expliquer cela, déjà cette longévité du Premier ministre, et en plus, je pourrais dire, les événements les plus douloureux se passent sous son magistère. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer tout cela? D'abord, la longévité au pouvoir du Premier ministre Philémon Yan, cela signifie tout simplement qu'il a la confiance du chef d'État. Vous savez, c'est le président de la République qui nomme son Premier ministre et qu'il agit en fonction de la politique du président de la République. Bon, pour savoir, le Premier ministre dont on parle, c'est-à-dire Philémon Yan, c'est un anglophone. Il est de la partie anglophone. Alors, comment se fait-il que le problème anglophone puisse survenir, dites-vous, sous son magistère? Je devrais dire que le problème anglophone ne date pas d'aujourd'hui. Il trouve, par ces temps-ci, des moyens de s'exprimer avec violence, mais c'est un problème qui date depuis longtemps et qui a poursuivi maintenant des problèmes sociaux. Je suis persuadé que... Oui, professeur, nous allons continuer cette discussion, mais je voudrais d'abord justement me tourner vers le docteur Sostène Médard-Lipot pour lui demander est-ce que la nomination de M. Paul Atangandi au ministère de l'administration territoriale et la création d'un ministère de la décentralisation sont des arguments importants quand on analyse ce nouveau gouvernement. Bon, on me dit qu'il n'est pas en règle. Alors, Monsieur Barry Mbomé, la question vous est posée en attendant que le docteur Sostène Médard-Lipot soit de nouveau en ligne. Oui, vous me posez la question de savoir si la nomination d'un anglophone, n'est-ce pas, apporte quelque chose de plus dans ce contexte de crise. Je pourrais dire oui et non. Oui, simplement parce que sous la forme, il y a ce qu'on peut appeler de la reconnaissance. C'est-à-dire que les populations anglophones vont se sentir un peu rapprochées. Parce que depuis longtemps, il y a ce problème qui se pose de la persistance des récriminations anglophones en disant ils ne sont pas mis dans le haut appareil de l'État, ils ont des postes subsidiaires. Oui, dans ce sens, non. On peut penser que nommer un anglophone, qui plus est à un poste régalien de haute facture, peut être une réponse, peut apporter un soupçon d'accalmie. Mais je dis non également parce qu'en réalité, un ministre, ce n'est pas simplement un poste. Un ministre, c'est une composante d'un ensemble qui apporte donc
par lui-même les éléments qui concourent à résoudre les problématiques. Donc je voudrais simplement dire pour nos téléspectateurs que si le ministre lui-même n'a pas le poids nécessaire, n'a pas les arguments pour pouvoir résoudre la problématique qui lui est posée, ce pourquoi il a été nommé, eh bien ça ne fera rien du tout, qu'il soit anglophone dans le cadre du Cameroun ou qu'il soit francophone, on n'aura pas une réponse à la problématique globale. Okay. Donc c'est 50-50 en termes de signature globale. Et je voudrais me retourner vers le docteur Sosthène Médard-Lipote qui semble de nouveau en ligne. Cette fois-ci, peut-être s'il a suivi le cours de débat jusqu'à présent, mais je lui poserai la question de savoir si la nomination d'une dame au ministère des enseignements secondaires, l'un des secteurs clés au Cameroun, et dans ce contexte de la crise anglophone, où l'élément culturel et l'élément éducation est très important, est-ce que c'est un élément déterminant dans la résolution de la crise qui prévaut au Cameroun? Juma a été dans le passé vice-ministre de l'Éducation nationale. Je dois le rappeler parce qu'en fait, on exagère un peu trop en le disant. Madame Dorothée Ndioma a été sous l'ère Aïdjo, au début de l'ère Biya, vice-ministre de l'Éducation nationale. Et bien entendu, c'est vrai que les recommandations entre autres est que les anglophones n'occupent pas des ministères. L'arrivée de cette dame-là, qui était, il faut le souligner, recteur à l'université de Boya, au moment où il y a eu une répression au début de la crise anglophone. Souvenez-vous, des jeunes étudiantes violées, tabassées, roulées dans la boue, et la répression sauvage. Souvenez-vous, on n'a pas oublié cela. On n'est pas sûr que sa personnalité soit si populaire que ça. Parce que la crise anglophone est aussi une crise de leadership. Le Premier ministre actuel est allé dans sa propre zone. Il a été conduit par la population. Ils l'ont conduit violemment. M. Atangandji lui-même avait failli être lynché là-bas. La violence, ce n'est pas bien, c'est vrai. On ne peut pas connaître le comportement. Toutefois, n'oublions pas qu'il a failli être lynché. Maintenant, M. Atangandji lui-même, il est impopulaire. Même au niveau des conseils municipaux. Une élection sénatoriale s'ouvre demain, ce samedi. Et rendez-vous, et vous vous rendez compte que c'est avec seulement des conseillers municipaux dont le mandat est lié à terme. Il n'y a pas de conseillers régionaux. Docteur Sosthène Médard-Lipote, nous allons poursuivre justement, nous allons aller dans l'analyse de la portée politique de ces réaménagements. Il était question d'examiner un peu au plan technique qu'est-ce que ça peut avoir apporté au niveau de la lecture globale. Nous allons entrer dans l'analyse politique et la portée politique de ce nouveau gouvernement de 2 mars 2018. Mais auparavant, je vous propose ce petit élément. C'est un élément en rappel fait par nos amis de France 24. Our grievances have to do with the fact that the government is training and sending Francophone teachers to teach Anglophone children. And to us, the word we use is that they unteach the children, they destroy the children because they teach them in a language that is neither English nor French. Either they give us a federation, which means that the Anglophone population will have their own parliament. They will have a prime minister, and the same thing will be for the Francophone population, and they will live together. We can elect our mayor, we elect our governor, and we stay together. If they don't want to give us that, then they should allow us go. Let Anglophones go their way and form their own state. Let Francophones stay in La République. Voilà deux interventions, deux manifestants, n'est-ce pas, à l'origine, je pourrais dire, qui ont porté au grand air, n'est-ce pas, au grand public, les revendications profondes dans la zone anglophone du Cameroun. Alors, question, selon vous, quelle est la lame de fond de ce nouveau gouvernement, son fondement réel? Je voudrais poser la question d'abord ici sur ce plateau à M. Mbomé Barry. Oui, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, qu'est-ce que c'est un gouvernement en fait? Le gouvernement, nous l'avons dit, et je pense que les interlocuteurs extérieurs du Cameroun également ont abondé dans le même sens, le gouvernement, ce n'est rien qu'un ensemble de personnes mises sur un plateau pour résoudre des problématiques. À partir de ce moment-là, qu'il y ait des crises ou pas,
Un gouvernement est appelé d'abord à une notion de performance, parce qu'il y a des problématiques qu'il faut résoudre, parce qu'il y a des questions qu'il faut remonter pour le bien-être des populations. Donc si on met en place un gouvernement, c'est la première indication d'un gouvernement. Parce que la crise anglophone, si on prend le cas du Cameroun, c'est une problématique qui s'est posée, qui se pose depuis un moment. Donc il faut aller refaire l'histoire pour voir la succession des gouvernements qui se sont mis en place. Eh bien, ils n'ont pas travaillé dans l'optique d'un gouvernement qui est la recherche de la performance. S'ils avaient vu ça à ce moment-là, on aurait aujourd'hui une crise qui se serait effritée jusqu'à s'amenuiser à sa plus forte. Vous permet justement de rebondir, c'est ce que disait le docteur Sousten Medardipos tout à l'heure, parce que beaucoup de personnalités conduites ou reconduites, ou alors nommées pour la première fois, sont déjà des acteurs depuis un bon bout de temps. Je me tourne vers le professeur Imga Moyo. Alors, vous avez suivi la question. Maintenant, quand on parle de performance, de réponse aux préoccupations, voici que des acteurs qui ont été conduits, reconduits, alors nommés pour la première fois, sont quand même des acteurs connus, n'est-ce pas, sur la scène politique camerounaise. Et comment pouvez-vous expliquer qu'ils soient là et que la crise connaisse l'ampleur que nous connaissons? Vous savez, lorsque vous êtes nommé ministre, c'est pour résoudre des problèmes de société. Et on s'aperçoit très bien que beaucoup de ministres, au bout de 2 ans, ne savent pas pourquoi ils ont été nommés. On peut vous prendre plusieurs cas. Vous avez des ministres qui peuvent occuper près de 4 postes dans un gouvernement. Vous avez un ministre qui peut être ministre des Finances, qui peut être ministre de l'Agriculture, qui peut être ministre de la Jeunesse et des Sports, un ministre qui peut être ministre des Affaires sociales. Cela est impensable pour pouvoir rechercher la performance. Il faut quand même que des gens qui sont nommés soient des personnes qualifiées pour exceller dans un domaine précis. Je pense honnêtement que nous n'aurons pas de meilleurs résultats cette fois-ci que les fois précédentes. Il faut que l'on puisse faire comme dans d'autres pays, qu'il y ait des listes de performance. Il faut mettre les bonnes personnes à des bons endroits pour pouvoir résoudre des problèmes précis. Quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui au Cameroun? Ce sont des problèmes sociaux, ce sont des problèmes politiques. Alors vous ne pouvez pas mettre n'importe qui, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, sous prétexte que la personne est anglophone pour résoudre le problème de l'éducation au Cameroun. Le problème de l'éducation au Cameroun est plus profond. Parmi ces problèmes, il y a le problème de la langue. Nous, on a 2 langues nationales. Est-ce qu'il nous faut 2 langues nationales? En plus, ce sont des langues étrangères. Ça fait longtemps que l'on veut des langues nationales. Regardez, beaucoup de pays qui sont mieux développés que nous ont des langues nationales. Le Japon. Regardez, par exemple, au Sénégal. Au Sénégal, ils ont une langue parlée par presque tout le monde dans le pays. Allez, regardez dans les pays arabes. C'est la même chose. Mais nous, on nous a imposé le français et on nous a imposé l'anglais. Et aujourd'hui, ce sont ces langues-là qui nous posent des problèmes. Alors, on n'est pas armé pour résoudre ce problème de langue dans notre pays. Oui, M. Barry? Oui, je voulais rebondir parce que ce que disait le professeur là tout à l'heure est d'une pertinence intéressante. Parce qu'en réalité, il faut repartir dans la théorie des organisations. Un gouvernement, c'est une organisation. Et il y a des lois qui président à la manifestation de la performance dans un gouvernement. Ce n'est pas le jeu de chaises musicales fondamentalement qui va résoudre le problème. C'est pour ça que je suis d'accord avec le professeur dans ce sens que si la personne n'est pas outillée pour pouvoir apporter les solutions, vous avez beau lui donner tous les ministères, il ne pourra pas le faire. Il faut qu'il y ait non seulement des listes de performance, mais également le cadre normatif et structurel qui organise les ministères doit être revu. Parce qu'en réalité, c'est là que se pose le problème de nos gouvernements au Cameroun, en Afrique en général. Il m'est arrivé dans les expertises que nous faisons assez souvent, des gens viennent vous voir dans les discussions et vous disent j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire, ils vous donnent une liste, un chapelet de choses qu'il a envie de faire, d'intentions, et souvent nous nous sommes amusés parce que la plupart du temps, même à des ministres, nous disons mais la première chose à faire, vous nous auriez exposé le cadre organisationnel de ce que vous voulez faire. Et quand vous envoyez les gens vers ça, ils sont toujours un peu dépités, non, moi je veux déjà le résultat, etc. Vous lui dites, vous ne pouvez pas bâtir une maison en commençant par le toit. Il faut qu'on mette en place des piliers, des fondations, etc. Mais dans nos ministères, monsieur le journaliste, d'expérience que j'ai à travers l'Afrique et surtout, fondamentalement à travers l'Afrique, vous êtes
étonné que rien en dessous ne supporte le ministère. Je suis allé une fois dans une expertise demandée des archives dans un ministère. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et ce n'est pas la première fois. Dans un autre cadre, je travaille avec un ministère de l'éducation, un ministère des Sports pour une compétition que le pays allait organiser. Et je demande donc toutes les lois qui encadraient le sport à cette période-là. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien eu. C'est mes documents qui ont dû servir pour une cause qui était déjà prévue d'avance. Alors vous voyez que nous péchons par la structuration de nos ministères qui n'existe pas, je vais peut-être être provocant, mais qui est assez, assez peu regardée. On met les gens, on remplit des trous, mais on ne se préoccupe pas des portefeuilles, on ne se préoccupe pas comment tout ça va fonctionner. Et permettez-moi de chuter. Ce remaniement ministériel, il s'appuie sur quoi ? Vous dites aujourd'hui ministère de l'Éducation nationale, demain vous dites ministère du manioc, demain vous dites ministère de ceci. Ces gens, ils travaillent comment? Moi, j'ai envie de comprendre ça. Ils travaillent comment? Un ministère qui a été scindé, par exemple, vous prenez un ministère qui avait sous tutelle le sport et la culture. Au prochain remaniement, on enlève la culture, on vous l'envoie comme ministère. Pendant ce temps, ça fonctionne comment? Le cadre organisationnel, le cadre normatif. Le cas d'ailleurs, pour abonder dans votre sens, le cas du ministère des enseignements secondaires, qui était le grand ministère de l'Éducation nationale, qui est aujourd'hui un ministère des enseignements secondaires, et puis les enseignements de base d'un côté, tout ça, ça interpelle, n'est-ce pas? Ça interpelle parce qu'il n'y a pas de passerelle. Les passerelles doivent être prévues à l'avance. Comment ces ministères vont fonctionner? Vous entendez que nous avons toujours des ministères de réforme administrative qui se contentent juste de dire il faut qu'aujourd'hui on devienne, je ne sais pas, comment on applique la décentralisation, l'administration est toujours lourde, elle est tatillonne, les cadres de référence ne sont pas définis. Il faut aujourd'hui passer par ces choses-là. On n'invente pas la roue. On a des experts, les Camerounais, je vois parler le professeur, je vois parler le docteur. On sent que c'est des personnes qui ont un savoir-faire. Mais il faut mettre la contribution de tous ces gens-là pour construire l'édifice. Non pas seulement faire un remplissage pour dire qu'on a des ministères. Je voulais dire à l'attention de nos téléspectateurs qui nous regardent avec beaucoup de sérieux que nous avons souhaité avoir sur ce plateau de débat également un représentant du parti au pouvoir au Cameroun, le RDPC. Oui. Nous pensions absolument l'avoir jusqu'à la dernière minute, mais je pense que les empêchements n'ont pas permis que ceci soit effectif parce que notre philosophie à la Belle Télévision, c'est une information objective, panafricaine. Nous ne voulons pas tout simplement mettre les doigts sur les tares, les faiblesses de nos pays, mais également en parler pour essayer d'être plus performant pour l'image de l'Afrique. Ça, c'est notre label, c'est notre manière de contribuer à l'émergence de la nouvelle Afrique. Alors, je voudrais me tourner vers le professeur Théophile Yimgang-Mouyo en espérant que le docteur Médard Sosten-Lipot est toujours en place, qui va nous retrouver. Professeur, dites-moi quand même, vous avez parlé tout à l'heure du ministère de l'administration territoriale ou même de l'éducation, mais je voudrais vous poser la question, le ministère de la décentralisation, est-ce que ce n'est pas une avancée remarquable dans le dossier de la décentralisation au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas une façon au chef de l'État, comme il a promis la fois dernière, que ça devrait connaître une accélération pour que cette décentralisation soit vraiment effective? Donc, tout un ministère pour la décentralisation, est-ce que ce n'est pas un fait positif? Je ne veux pas être de mauvaise foi. C'est déjà ça, en langage populaire. Vous savez, la décentralisation l'attend depuis 1996, ce qui fait près de 20 ans. Même si vous avez mis n'importe quel enfant à l'école pour savoir ce que c'est que la décentralisation, cet enfant saurait enfin ce que c'est que la décentralisation. Comme l'a dit notre ami sur votre plateau, il faut maintenant voir que personne est outillé pour comprendre et connaître des problèmes de la décentralisation. Là, je trouverais que c'est une bonne chose, mais encore faut-il que cela se fasse. Vous savez, je vous cite une anecdote. Une fois, un ami me demande, mais pourquoi tu ne cherches même pas être ministre de l'Agriculture? Je lui dis, mais je suis architecte, je suis urbaniste, je comprends rien au problème de l'agriculture. Il était étonné. Il dit, mais il suffit d'y aller, les autres vont travailler pour vous. Voilà comment fonctionnent les ministres dans nos pays africains. Et ça, c'est déplorable. Il faut que les gens puissent accepter des responsabilités qu'ils peuvent assumer. Donc, même si le chef d'État se trompe, il doit être à même de dire au président de la République,
Dans ce domaine-là, moi, je ne m'y connais pas. Donnez-moi autre chose. Ça, le drame de l'Afrique. On est capable d'accepter de faire n'importe quoi et dans n'importe quelle condition. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez? La corruption un peu partout. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce que vous avez à faire, vous êtes sujet à la corruption. On vient, on vous dit, on vous propose des marchés pour faire un boulot qui ne correspond pas à ce que le chef de l'État vous demande. Vous êtes obligé de rentrer dans un système. Et alors vous allez avoir des personnes qui sont aujourd'hui au gouvernement, demain lorsqu'ils ne sont pas contents, ils sont dans l'opposition. Tout ça, ça ne fait pas sérieux. Définitivement. Êtes-vous en train de nous dire que la grave crise anglophone ne trouvera pas un début de solution, alors une solution avec l'avènement de ce nouveau gouvernement? La crise anglophone ne peut pas trouver de solution dans l'immédiat. Parce qu'on n'est pas allé au fond du problème. Mais quand on a suivi tout à l'heure les deux intervenants, les deux manifestants, ils ont parlé éducation, dont l'enseignement. L'autre a parlé également de décentralisation. Si ce n'est pas complet, autant qu'on les laisse partir. Mais maintenant, on a mis en place un ministère de la décentralisation. Et puis l'autre chose également, même si ça ne résout pas tout, le docteur Sostel Medal-Lipot en parlait tout à l'heure avec le nouveau ministre des enseignements secondaires, que ça ne résout pas tout le problème, mais c'est quand même des secteurs clés qui devraient contribuer à répondre aux préoccupations des frères anglophones du Cameroun. Vous savez, la décentralisation au Cameroun pose un problème. C'est qu'il faut remettre le pouvoir à la base. Est-ce que le gouvernement actuel est prêt à remettre au moins une partie du pouvoir à la base? J'en doute. Parce que cela devrait changer tout le système, toute l'architecture de l'administration. Mais il faut que le pouvoir en place au Cameroun comprenne que tôt ou tard, il faudra en arriver là. Ce qui est désolant, c'est qu'il y a une surenchère inacceptable pour la majorité des Camerounais, d'après moi, parce que les autres ne veulent pas de décentralisation, ils veulent la sécession. Alors moi je pense qu'entre les deux, il faut trouver la meilleure solution. Il faut avoir une bonne décentralisation, il faut que les maires puissent être des véritables maires. Vous imaginez, dans des grandes villes, les maires n'ont aucun pouvoir et pourtant ils sont élus. Ce sont les délégués du gouvernement qui agissent, ils font ce qu'ils veulent, excusez-moi de vous dire ça. Vous voyez, dans les villes comme Yaoundé et Douala, est-ce que vous savez comment se passent les permis de bâtir? Il faut une commission. Mais lorsque vous, dans une mairie, vous avez 3 architectes, vous avez 2 urbanistes, comment voulez-vous qu'ils puissent surveiller les bâtiments pour 4 millions d'habitants? Ce n'est impossible. Il faut une structure. Donc, il faut décentraliser. Il faut que les maires des communes puissent s'occuper de certaines tâches. Le délégué du gouvernement ne peut pas le faire parce que, premièrement, il n'a pas le personnel adapté pour, et il n'a pas les moyens, bien qu'il suive tous les moyens qui devraient être reversés aux communes. Voilà le type de problème qu'on a. Vous avez ce qu'on appelle l'hôpital central ou bien l'hôpital général. Mais il faut des hôpitaux, il faut des centres de santé plus proches des populations. Vous comprenez? Si vous ne décentralisez pas les structures, vous ne décentralisez pas, vous aurez tôt ou tard des problèmes. Vous ne pouvez pas faire 5 kilomètres dans une ville pour pouvoir soigner le palu. Alors, non, cela n'est pas possible. L'année dernière, la dernière session de l'Assemblée nationale a été suffisamment perturbée par le Social Democratic Front pour, après avoir tenté en vain de faire inscrire au débat sur la forme de l'État. Alors voici une nouvelle session qui vient de s'ouvrir il y a quelque temps. D'ailleurs, coïncidence, ça a été ouvert au même jour où alors le gouvernement a été formé au soir de l'ouverture de cette session. Pensez-vous qu'on pourrait cette fois-ci débattre du problème de la forme de l'État au niveau de l'Assemblée? Vous savez, le débat, la forme de l'État au niveau de l'Assemblée me semble difficile dans la mesure où il y a des extrêmes qui bloquent le débat. Certains veulent le sécessionnisme et l'État veut un État unitaire. Donc vous voyez bien, chacun campe sur ses positions. Or, la Constitution prévoit un État unitaire. Et je pense pour ma part
en tant que président d'un parti politique, que pour l'instant, l'Afrique n'est pas dans la logique d'un émiettement des États. On est dans la logique du panafricanisme. Donc, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Nous avons des petits États qui ont été mis en place par les empires coloniaux. Les empires coloniaux ont divisé pour mieux régner. Et vous allez voir que tous les chefs d'État africains qui ont pensé au panafricanisme ont été systématiquement. Et je peux vous dire que derrière toutes les institutions. Professeur, je ne sais pas si on pourra... Oui, professeur, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on pourra retrouver le docteur Sosthène Médard, mais je voudrais ici pouvoir, d'abord, avant d'aller vers la fin de notre débat, vous proposer cet élément avant de nous rafraîchir et de sortir de cette émission. Nous reviendrons certainement sur la question, elle est trop importante, mais auparavant cet élément pour aller vers la fin de notre programme de ce soir. Le nuage de tension qui sévit dans le ciel du nord-ouest et du sud-ouest n'entend pas encore se dissiper. À l'oreille de la redoutable date du 1er octobre 2017, date à laquelle les sécessionnistes anglophones entendent proclamer l'indépendance de leur région, les tensions montent d'un cran et les mesures de sécurité tombent. Le président de la République annonce la militarisation et le couvre-feu à Boya. C'est par la voix de son gouverneur, Bernard Okalia-Bilay, que l'information a été rendue publique le 28 septembre dernier. L'armée est déployée sur toutes les localités de la région du sud-ouest et le couvre-feu va de 21h à 7h du matin. L'on se souvient que le préfet de la Meusam, chef-lieu Bamenda, avait déjà interdit toute manifestation publique sur son territoire du 21 septembre au 3 octobre 2017. Une mesure prise après l'explosion du 21 septembre dernier qui avait fait 3 morts dans les rangs de la police. L'on apprend également que les frontières sont fermées. Mais les partisans de la sécession annoncent des manifestations géantes qui s'étendront jusqu'au 4 octobre 2017. On note un désir de négociation de la part de ces sécessionnistes qui posent tout de même des conditions, à l'exemple de la libération des leaders anglophones, la démilitarisation des deux régions, la présence de l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et le Nigeria en cas de négociation, et celles-ci devront se tenir en territoire étranger. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, vient de prendre position dans cette crise anglophone. Il s'est dit favorable pour l'unité du Cameroun, mais invite Yaoundé à résoudre le problème par un dialogue véritable et inclusif. Le sultan Ibrahim Bombon-Djoya, roi des Bamoun et gardien des lieux où était scellé le pacte de la réunification des deux Camerouns, se dit opposé à la scission du Cameroun, mais rappelle tout de même l'urgence d'appliquer les lois sur la décentralisation. Monsieur Barry Mbomé. Oui. Alors, nous sommes à la dernière ligne droite de notre émission de ce soir. Nous allons, une fois de plus, poser notre regard sur la portée politique et comment sortir, parce qu'aujourd'hui, il nous semble qu'il y a 2 piliers qui ont dû fonder le gouvernement, le réaménagement ministériel du 2 mars dernier, la crise anglophone et le contexte électoral de cette année. Vous savez, 2018 au Cameroun, c'est la grande année électorale. On va élire du conseiller municipal jusqu'au président de la République. C'est donc une grande... Et c'est en ce moment qu'on forme le gouvernement. Alors, comment vous pouvez lier les deux choses ? Oui, les deux choses, pour les lier, il faut simplement dire qu'on est dans le jeu politique. Les élections, c'est hautement politique. Les élections, tous les types d'élections qu'on va avoir, l'élection présidentielle étant au sommet. Mais cette liaison, pour moi, elle n'est pas aussi importante que les problématiques globales de développement. Parce qu'en réalité, ce qu'on élise les gens parce qu'ils sont maires ou parce qu'ils sont présidents de la République, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité de tout ce qui, n'est-ce pas, font l'administration globalement. Il faut une meilleure glisse de toutes ces structures-là qui convergent à apporter dans un État, n'est-ce pas, la calmie, la paix, la tranquillité et surtout le développement. Mais à partir du moment où on ne le fait pas, parce qu'on change les hommes, c'est ce que je disais, j'insisterai là-dessus ce soir, si c'est seulement un mouvement de changer les hommes, je
pense qu'on va encore avoir là des siècles au cours desquels l'Afrique ne va pas se développer. Nous avons vu ça dans toute l'Afrique et je pense qu'il est fondamentalement le moment qu'on puisse se dire qu'il faut faire autrement. Les élections, c'est bien, parce que moi je veux être maire, tel autre veut prendre la place, tel autre veut être député, mais est-ce que c'est suffisant ? Nos élites doivent se poser, nos dirigeants doivent se poser la question fondamentale, pourquoi je vais être maire? Pourquoi je vais être président de la République? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais apporter? Je crois que pour moi, c'est la question fondamentale. Pour ce qui est de la crise anglophone, parce que vous parlez de ce mouvement comme étant également un essai de solution par rapport à la crise anglophone, je dis, c'est déjà cela. Si mettre un ministre ou des ministres anglophones dans l'échiquier politique au plus haut niveau peut apporter des éléments de réponse, c'est déjà bien. En termes de marginalisation, n'est-ce pas? Oui. Les anglophones ont toujours dit, tout le monde nous dit qu'ils sont marginalisés, qu'ils n'occupent pas des postes régaliens, qu'ils occupent toujours des postes de sous-ministres ou quelque chose de ce genre. Aujourd'hui, c'est vrai, pour la première fois, il y a un anglophone pur sang qui est à la tête du ministère régalien de l'administration territoriale. Mais, alors, donc, c'est quand même des éléments importants. Je ne voudrais pas vous couper. Le débat ministre-sous-ministre, en réalité, si vous avez suivi mon développement, le long de cet échange ne se poserait pas si on était dans une logique de performance. Il y a des gens qu'on nomme sous-ministres, ministres délégués et autres, ça dépend de l'appellation dans les différents pays, mais à cause de son engeance, à cause de sa force personnelle, de ses initiatives, transforme un ministère ou tout un secteur. Alors, donc ce n'est pas une question d'être ministre ou sous-ministre. Nous allons remonter à Yaoundé pour poser la question au professeur Théophile Yimgamoyo. Deux piliers, une fois de plus, vous êtes un homme politique et vous êtes le président du mouvement citoyen, le MOUSSI. Alors, les élections sont en vue. Le nouveau gouvernement, c'est par rapport à une stratégie électorale ou c'est une réponse aux préoccupations socio-politiques telles que la crise anglophone? C'est plus une réponse à une stratégie. Parce que je pense, honnêtement, que le président de la République, un politicien, est en train de dire, allons aux élections pour éclaircir la situation. Voilà les jeux que dit le président de la République. Et comme l'a dit mon ami de votre plateau tout à l'heure, je pense maintenant que lorsqu'on n'aura pas cherché à résoudre les problèmes qui se posent au Camerounais, d'ailleurs dans toute l'Afrique, c'est-à-dire les problèmes de survie, les problèmes de vie, de survie, les problèmes sociaux, on n'aura pas avancé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de nommer un anglophone. Parce que vous parlez d'un ministère régalien, mais le premier ministre est anglophone. Donc il n'y a pas que le ministre de l'administration territoriale qui est anglophone, il y a le premier ministre qui est anglophone. Ce n'est pas un mouvement politique qui est préparé à la guérilla comme on en a vu ailleurs. Sinon, comment vous pouvez expliquer tout l'état-major d'un mouvement socio-économique qui sont fait un hôtel 5 étoiles dans une capitale africaine? C'est de l'amateurisme. Ça, c'est aussi dangereux pour les revendications des anglophones. Le président de la République a toujours affiché sa volonté de dialogue, sa disposition au dialogue. Les Camerounais parlent de dialogue, les organisations internationales parlent de dialogue, les partenaires internationaux parlent de dialogue. Comment faut-il le penser et le traduire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de dialogue parce qu'il y a un raidissement des positions de part et d'autre. Le dialogue aurait pu s'instaurer au début de cette crise dite anglophone, lorsqu'il y avait des revendications corporatistes, lorsqu'il y avait des fédéralistes en face. Parce que avoir un État fédéral, c'est pas avoir la sécession. Mais les sécessionnistes ont pris le pas sur ceux qui voulaient un État fédéral et ont braqué le gouvernement de Yaoundé. Or, les sécessionnistes ne sont pas assez fins pour comprendre que dans une lutte, il y a plusieurs étapes successives. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'on puisse, par exemple, chez les chefs traditionnels, des gens comme le sultan Bombo Njoya, les chefs du nord-ouest, du sud-ouest, les lamidos du nord, qui peuvent se réunir en dehors d'un cadre de politique purement formel pour pouvoir entamer ce dialogue-là et convaincre les politiques à les suivre.
Moi, je pense pour ma part que c'est la solution pour décrisper la situation. Sinon, on va vers une épreuve de force. Et l'épreuve de force, elle ne sera pas bonne pour la population camerounaise. Monsieur Mbomé, sur ce plateau? Oui, je partage tout à fait l'avis. Il faut se rendre compte, parce que vous me voyez en train de sourire, parce que le professeur disait tout à l'heure que les sécessionnistes font preuve d'amateurisme. J'ai regardé sur les réseaux sociaux lorsque la crise était au plus haut, avec les images et tout ça. Nous avons vu celui qui se prétendait le président de la République, ça frisait du James Bond. On ne fait pas de la révolution dans ce cadre, parce qu'il s'agit exactement d'une révolution. Je pense qu'il faut revenir plus sérieusement à des choses plus basiques. Aujourd'hui, on l'a dit, les États africains, nous souffririons pas d'avoir encore des émiettements. Ça, personne ne peut le cautionner. Je pense que les Nations Unies ont pris position là-dessus. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est simplement qu'on puisse mettre en place un coussinet de communication. Il faut commencer par là, par une concertation d'abord au niveau gouvernemental. Au niveau gouvernemental, mais je voudrais quand même vous rappeler que, à ma connaissance, le gouvernement de Yaoundé s'est déplacé plusieurs fois dans ces zones sans succès. Pourquoi cette fermeture? Il y a quand même des tentatives établies pour essayer de dialoguer, de résoudre les problèmes. Et il y a même des choses qui ont été faites. Il y a une commission de bilinguisme et du multiculturalisme qui a été créée. Il y a des départements qui ont été créés d'enseignement supérieur au niveau de l'ENAM. Il y a eu des majors. Bref, il y a un certain nombre de choses qui ont été entreprises, n'est-ce pas, pour essayer de ramener tout le monde, mais à chaque fois, on dirait qu'à chaque fois qu'on résolvait un problème, un autre naissait quelque part. Est-ce que ce n'est pas une question de chantage, finalement? Oui, je vais m'excuser. Ce n'est pas construire les maisons, faire tout ça. La politique, comme l'évolution des choses, c'est d'abord entre les hommes. Il faut que les hommes se parlent. Je ne vais pas faire ici, parce que ce n'est pas mon métier de base, un cours d'économie politique ou de politique. Simplement que vous pouvez déplacer les gens, mais si en dessous, on sait qu'il y a des ressorts qu'on tire souvent en dessous, lorsqu'il y a des crises, on fait se concerter, se rencontrer les gens, etc. On ne se lève pas un matin et on dit, bon, Monsieur Blériot, allez discuter avec Monsieur Barry, ça ne se passe pas comme ça. Il faut suffisamment de communication en dessous, souterraine, de rapports souterrains entre les gens, et après, quand nous voyons la mégastructure se mouvoir, c'est quand en dessous, on a préparé ce genre de choses. Donc moi, je récrimine l'absence de communication. Avant le dialogue, il y a d'abord la question de la communication. Alors, quand je parlais du gouvernement tout à l'heure, nous avons observé, le gouvernement agit comme s'il s'agissait de la question de l'intérieur ou simplement du Premier ministre parce qu'il est anglophone. Non, pas du tout. C'est une question d'État. À partir de ce moment, parce que cette question a des répercussions à tous les niveaux, le ministre des Sports est concerné. Je prends ce cas, soyons factuels, le Cameroun va abriter une CAN. Et vous pensez que le ministre de Sport n'est pas concerné dans la crise anglophone, lui qui va être à ce moment-là je veux dire, le ministre de l'administration du territoire à cause du sport? Absolument, oui. Vous faites bien de le soulever. Comme je l'ai dit, nous aurons le temps de revenir sur ces questions. Je voudrais aller du côté de Yaoundé pour demander au professeur Yimgen Moyo, finalement, vous pensez que la stabilité au Cameroun, c'est pas pour demain, malgré tout ce qui est fait? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Ce qu'il y a, c'est que, dans les zones du sud-ouest et du nord-ouest, on a des problèmes qui ne sont pas résolus. Et surtout, on oublie l'extrême nord du Cameroun. Je vous dis que les ravages de Boko Haram sont nettement plus dévastateurs dans cette région-là. Il y a des morts, il y a des filles, des femmes qui mettent des bombes, qui s'attachent des bombes et qui sont éclatées sur les marchés. C'est nettement plus grave de ce côté-là. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une situation apaisée, mais il faut faire un effort de dialogue comme tout le monde le demande pour pouvoir résoudre au moins les problèmes du sud-ouest et du nord-ouest, parce qu'au nord, le dialogue n'est pas possible avec beaucoup de gens. Donc je pense honnêtement que il faut que les Camerounais, qu'ils soient des patriotes, qui comprennent qu'il faut l'union pour pouvoir se développer, et il faut que ceux qui sont à la tête des mouvements politiques, ceux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui, comprennent la nécessité de faire une autre politique
pour le bien-être des Camerounais. Ça, c'est ce que je souhaite profondément. Parce que même s'il y a la paix et que les Camerounais vivent mal, ce sera la préparation à une prochaine guerre. Et celle-là, la guerre sociale, elle est encore plus dévastatrice parce que vous avez des enfants de bas âge qui meurent dans les hôpitaux faute de quinine. Je vous dis faute de quinine. On voit des enfants de 2 ans mourir à l'hôpital central parce qu'il n'y a pas de quinine. Vous avez des systèmes de dialyse qui ne fonctionnent pas dans nos hôpitaux. Cela est inadmissible. Donc tout ça, c'est des problèmes qui se posent en plus des remous qu'on a dans les régions. Donc, moi je pense qu'honnêtement, ce problème-là, il faut le résoudre d'abord. Et que si les Camerounais vivaient mieux, il n'y aurait pas de problème. Merci beaucoup, professeur Yimga Moyo, président du mouvement citoyen. Vous êtes professeur d'architecture et d'urbanisme à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Merci pour votre disponibilité et toutes vos contributions au cours de cette émission de Parler politique. Nous nous reverrons certainement en d'autres occasions, nous parlerons certainement. Et je voudrais revenir ici sur ce plateau pour sortir définitivement, pour vous demander, Barry Mbomé, en définitive, quand nous sortons de cette émission sur la situation camerounaise à la faveur de ce remaniement ministériel du 2 mars, nous pensons que c'est un bon pas vers, un pas déterminant vers la sortie des crises. Votre perception, votre conseil, votre suggestion, et ce sera votre dernier mot pour ce soir. Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de donner mon opinion. Je pense que nous l'avons dit, le remaniement ministériel, les hommes qui arrivent, c'est déjà bien. C'est un petit pas. On ne peut pas refuser, les Chinois disent, un pas, plus un pas, plus un pas, et puis on évolue. C'est une bonne chose. Moi, je suggérerais que déjà, au niveau de l'harmonie gouvernementale, il y ait une prise en main de la question anglophone. Vous savez, chacun de nous est adossé quelque part. Quand dans la théorie de la guerre, on a souvent l'impression que la guerre, c'est ceux qui sont face à face. Mais la guerre a des ramifications. Quand je dis cela, je voudrais simplement symboliser le fait que dans chaque ministère, c'est le Cameroun en miniature. Et il faut que les ministres parlent, qu'il y ait une... je le parlais tout à l'heure, je presse peut-être ma chapelle. C'est valable pour tous les pays, pour tous les pays. C'est valable pour tous les pays. Que nous mettions en place au Cameroun une stratégie de communication pour communiquer sur cet événement. D'abord dans les ministères, parce que dans les ministères, vous avez les Camerounais. Et ces Camerounais habitent l'arrière-pays, habitent le chez eux, influencent les autres, parce que vous savez, au quartier, on discute. Et cette onde de communication va prendre par cercle concentrique pour permettre aux gens de se décharger un peu. Ensuite, qu'il y ait un mouvement, je suggérerais, et le président de la République ici, pour ma part, a un rôle important, qu'il parle aux Camerounais, non pas dans les discours officiels, mais qu'il fasse un tour du pays pour parler frontalement aux gens, parce que c'est lui la norme finale, c'est lui le représentant de l'État, qu'il parle, que les gens le voient. Je me souviens, il a fait une fois à Douala, il y est allé, parce que les gens disaient, ah oui, il ne veut pas venir, etc. Le fait simplement d'être parti, et le fameux « me voici donc à Douala », vous vous souvenez, a détendu les gens. Je pense qu'on serait déjà là, dans une première approche de percer un peu le ballon de baudruche pour faire rentrer un peu d'air. Ensuite, du côté des sécessionnistes, il serait urgent qu'ils se rendent également compte qu'aujourd'hui, il y a une donne internationale. Nous sommes dans un échiquier mondial où ils ne peuvent pas se permettre de se lever comme ça un matin et de dire, bon, nous, on va là où on veut. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes dans un monde moderne. Encore que je terminerai par là. Il est désolant que les gens se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils vont... Parce que tout ça, c'est la Terre. Nous sommes tous des terriens. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne pense même plus à habiter la Terre. On pense à aller à Mars, on pense à aller à Jupiter, etc. Donc, c'est peine perdue. Les guerres aujourd'hui, c'est peine perdue. Et pourtant, il y a toujours des guerres. Oui, malheureusement. Il y a des foyers qui s'ouvrent un peu partout en Afrique. Merci, M. Mbomé. Et une fois de plus, nous regrettons de n'avoir pas achevé cette émission avec le docteur Sosthène Médard Lipote, qui était en ligne, mais la communication a empêché de poursuivre jusqu'au bout cet entretien, ce débat avec lui. Mais nous remercions une fois de plus tous nos panélistes, le professeur
Théophile Yimgen-Moyo à Yaoundé, le docteur Sosten Médard-Lipote à Yaoundé, et vous ici, M. Barim Boumé, pour avoir donné de votre temps pour prêter votre analyse, n'est-ce pas, à cette question cruciale sur la paix et la stabilité au Cameroun à la faveur de ce remaniement gouvernemental du 2 mars dernier. Merci une fois de plus, chers téléspectateurs. Bonsoir et à bientôt.